Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à l'auditorium du Mémorial de la Shoah. Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre autour de l'ouvrage de Pierre Savy et Lisa Wapner, Brève histoire des croyances et préjugés antisémites. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir les auteurs pour présenter l'ouvrage et son propos et sa spécificité, son approche. Et pour mener la conversation, on a le plaisir d'avoir Aïda Ndiaye, philosophe, enseignante et aussi animatrice du podcast Avoir raison, avec inséré un nom de philosophe, qui du coup va pouvoir mener l'échange avec Pierre et Lisa. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation parce que vous allez en entendre parler, mais juste dire que voilà, c'est un ouvrage qui remet les bases et qui aussi vient préciser de nombreuses notions et de nombreux mots qu'on entend souvent et dont parfois on perd le sens. Et donc voilà, c'est un apport très précieux et très juste pour ce vaste sujet et qui engage l'histoire aussi pour mieux comprendre ces nœuds sociologiques dans lesquels on se trouve. Donc voilà, je passe la parole à Aïda et puis une bonne rencontre. Après, vous aurez tout le loisir pour poser vos questions et vous procurer l'ouvrage et le faire signer par les auteurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Louise, bonsoir à toutes et à tous. Donc en effet, nous allons avoir à peu près 1 heure de discussion tous les trois et ensuite environ 30 minutes d'échange avec vous. Je vais présenter nos deux invités, nos deux auteurs. Lisa, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du monde juif d'Europe orientale et chercheuse indépendante ainsi que traductrice et collaboratrice régulière à des films d'histoire. Et Pierre, vous êtes maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'université Gustave Eiffel, directeur de l'Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, qui est apparu au PUF en 2020. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail des différents préjugés que déplie votre ouvrage, j'aurais quelques questions un petit peu générales peut-être pour commencer. D'abord, une question peut-être justement assez générale sur la manière dont vous abordez l'antisémitisme. En fait, est-ce que vous avez une approche unitaire, une définition unitaire du terme et de ce que ça recoupe en fait? Est-ce que vous avez essayé justement un peu d'unifier les différentes manifestations, occurrences, préjugés donc de l'antisémitisme, ou au contraire de penser les césures, enfin comment vous voyez ce rapport entre voilà, un terme qui recoupe quand même peut-être des époques différentes, des manifestations différentes. Est-ce que vous essayez d'unifier ou au contraire de vraiment garder, disons, la marque des césures? Je vais commencer pour répondre à cette vaste question. Merci. Alors, on a, pour dire la haine des Juifs en français, et la plupart des langues, il y a au moins 3 mots. Il y a la judéophobie, il y a l'antijudaïsme et il y a l'antisémitisme. Ensuite, ces mots peuvent être déclinés. Souvent, on peut parler de l'antisémitisme à matrice chrétienne, on peut parler d'un antisémitisme racial, on approfondit. Donc nous, on a choisi, et c'est une chose importante dans le livre, d'utiliser le terme antisémitisme. On n'utilise pas le terme antijudaïsme. Ces deux termes sont nés finalement à la fin du 19e siècle et disent des réalités, la haine des Juifs, qui a existé bien avant la naissance du mot. On n'a pas attendu, le fait antisémite n'a pas attendu la naissance d'un mot pour exister. On choisit donc de ne pas... On choisit le mot antisémitisme, même s'il naît autour de 1870, pour dire à la fois la haine des Juifs au moment de l'Antiquité, à l'époque médiévale. En effet, pour ne pas... Parce que cette question de la césure, donc du moment de l'apparition de la question raciale, il n'est pas si clair. On parle disons, du 15e siècle, mais en réalité, c'est beaucoup plus diffus. Des moments de racialisation des Juifs
sont présents même au cours de l'époque médiévale où c'est un anti-judaïsme chrétien qui prime. Pierre. Merci d'ailleurs de votre invitation. On est vraiment très heureux d'être là. Non, pour compléter ce que vient de dire Lisa, on va se demander toujours lequel de nous deux répond parce on a écrit le livre ensemble et on est capable de répondre ou incapable de répondre autant l'un que l'autre, l'une que l'autre. Alors, par rapport à votre bifurcation originale de la question, on est quand même plutôt passé le caractère unitaire d'une définition de dictionnaire qui consisterait à dire que l'antisémitisme, c'est l'hostilité aux juifs. On ne veut pas tellement plus perdre de temps, si j'ose dire, que ça sur cette définition, parce qu'effectivement, c'est un mot tardif, comme Lisa vient de le dire, qu'on peut considérer parfois comme un peu anachronique pour qualifier des haines anciennes. Enfin, on y reviendra peut-être, c'est des choses que Lisa vient d'évoquer. Mais néanmoins, on ne s'attarde pas tellement parce qu'il y a cette définition de dictionnaire qui est unitaire, mais passé cette définition, disais-je, on est très clairement, pour vous répondre, du côté de l'ouverture, de la multiplicité, des diversités, des antisémitismes. On ne joue pas tellement à le mettre au pluriel, justement parce qu'on parle des préjugés et croyances de l'antisémitisme dans le livre, mais on est convaincu qu'il y a une très grande variété, complexité, parfois un caractère contradictoire des thèmes antisémites. Ça, on y reviendra sans doute parce que c'est une chose qui nous a beaucoup frappé en écrivant le livre. Et donc, en effet, il est question d'antisémitisme au pluriel, païen, chrétien, marxiste, réactionnaire, monarchiste, bolchevique, antisioniste. Enfin, je veux dire, voilà, on peut ouvrir à l'infini. Donc, on est plutôt du côté de l'ouverture, quoi. Voilà, et de la diversité de ce qui, en dernière analyse, a une unité ténue de dictionnaire, disais-je, c'est la haine des Juifs. Merci. Et de toute façon, par ailleurs, l'objet du livre est aussi ce que vous expliquez assez bien dès le départ, de faire une histoire des préjugés, des croyances et pas de l'antisémitisme en tant que tel. Alors justement, peut-être on peut en venir à ce point, un petit point de définition et de lexique. Comment est-ce que vous définissez précisément les préjugés, les croyances? Vous évoquez aussi les stéréotypes. Quel est précisément en fait l'objet ou la nature de ce dont traite cet ouvrage? Alors, juste pour préciser, oui, on ne travaille pas sur l'antisémitisme en tant que tel. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair pour qui n'a pas lu le livre. Ce que ça signifie, c'est qu'on ne travaille pas sur les manifestations des préjugés et des croyances. On travaille pas, ce livre ne porte pas premièrement sur les persécutions, les massacres, la Shoah notamment. Il en est assez peu question parce qu'on travaille sur ce qui précède ces passages à l'acte, pour ainsi dire, c'est-à-dire les croyances et les préjugés. Il porte donc pas non plus sur ce que les gens sont. On ne fait pas des listes d'antisémites. On peut donner peut-être les moyens aux lecteurs et aux lectrices de dire, lui, c'est sans doute quelqu'un qui dit des choses antisémites. Suivez mon regard. Mais il ne s'agit pas de nommer des gens contemporains, par exemple, mais vraiment de travailler non pas sur les individus qu'on désignerait par un substantif, un antisémite. Bien sûr que Hitler est un antisémite. Je cite quasiment textuellement ce qu'on a écrit dans l'intro. Oui, il y a des gens qui sont des antisémites. On peut appliquer un substantif à ces gens-là. Mais ce n'est pas tellement sur ça qu'on travaille. C'est plutôt sur les préjugés, les croyances, donc des faits de discours. Alors après, comment les définir? Oui, on passe un peu de temps à réfléchir à ces notions qu'on a retenues. La première notion sur laquelle on a travaillé, très honnêtement, c'était celle de préjugés. Et il nous a semblé assez vite qu'il était nécessaire d'adjoindre, c'est toujours un travail qui se fait avec l'éditeur, bien évidemment, d'adjoindre dans le titre le mot de croyance. Parce que préjugé, c'est un jugement porté sur un individu, ou en l'occurrence un groupe d'individus pré, donc avant expérience, un jugement porté sans expérience empirique de ce jugement, une idée préconçue sur un groupe, sur les juifs en l'occurrence. Mais préjugé embrasse assez large, mais pas assez large pour nous. On ne voulait pas écrire un tel livre sans qu'il fût question, par exemple, d'une chose, c'est le même exemple qu'on donne quand on nous interroge sur ce concept, mais du déicide, donc l'accusation formulée dans les premiers siècles du premier millénaire, selon laquelle les Juifs non seulement ont tué Jésus, qui serait Dieu, donc ils ont tué Dieu, mais ils sont tous et toutes coupables en tout temps et en tout lieu de ce meurtre. C'est ça le déicide. Eh bien, ce n'est pas un préjugé le déicide. C'est une croyance sur laquelle l'Église est revenue, je le dis en passant, on pourra y revenir, mais c'est une croyance. Donc voilà, préjugé et aussi croyance, c'était les deux moyens d'attraper, disons, ce dont on voulait parler. Bon, stéréotype est un très bon mot. Il fait un peu, il y a pas mal de choses qui emploient le mot de préjugé ou de stéréotype dans les publications en sciences humaines depuis quelques années. Mais il nous a semblé que préjugé était peut-être d'usage plus courant aussi. Stéréotype porte avec lui des notions un peu différentes, on s'en explique. C'est pas évident de donner un bon exemple de préjugé, un bon exemple de stéréotype, quoi. Stéréotype, c'est pas forcément fou un stéréotype. Le stéréotype, c'est un médecin, ça écrit mal. Bon.
Le préjugé, c'est les Corses sont paresseux, quoi. Donc on voit quand même la nuance, mais c'est des notions qui se voisinent, hein, donc il n'y a pas non plus un départ étanche entre les deux, quoi. Et on voulait aussi, c'était important pour nous de ne pas faire un catalogue des horreurs. Et c'est vrai quand on parle de stéréotypes, si on avait pris une liste de stéréotypes, on aurait pu arriver à quelque chose d'assez terrible et qu'on ne voulait certainement pas faire. Donc l'inventaire des préjugés, de mettre de l'ordre dans un fatras, pour utiliser un mot que Pierre utilise souvent, de mettre de l'ordre dans toute cette pensée pas structurée, qui serait la pensée antisémite, et la classer par préjugés et par croyances. Et d'ailleurs, vous dites bien également dans l'ouvrage que vous avez fait le choix de ne pas mettre d'image, de vous concentrer sur les mots. Ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est pour ne pas ajouter à la circulation de ces images. Oui, parce que une image, même si elle est légendée, même si on explique, elle diffuse une pensée, et elle annule aussi le texte qui va avec. Je pense vraiment au pouvoir. Le pouvoir de l'image fait que dans un livre illustré sur l'antisémitisme, on capte ces images. Et c'est vrai que ici, au Mémorial de la Shoah, c'est un lieu où il y a une exposition. Il y a souvent, si je pense au manuel scolaire, j'ai vraiment l'impression que ces images dans ces manuels, ils n'aident pas toujours à penser l'ambivalence de l'antisémitisme. Alors j'ai une dernière question peut-être un petit peu générale avant de rentrer dans le détail du texte. C'est une question peut-être un petit peu étrange, mais c'est vrai qu'on peut se demander, en tout cas moi je me demande, comment vous voyez la fonction de faire une histoire des préjugés, de ses croyances, c'est-à-dire que je trouve qu'à la fois ça peut paraître évident si je puis dire, que c'est ce qui permet de les défaire et de lutter contre la circulation de ces préjugés. Et en même temps, en tant qu'enseignant ou que chercheur, je pense qu'on sait aussi que parfois notre discours ou notre parole, elle échoue à produire ses effets. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots peut-être comment vous voyez en fait la portée de cet ouvrage, peut-être aussi dans quel contexte est-ce que ce projet est né, puisque évidemment il y a une résonance quand même avec l'actualité et la montée de l'antisémitisme. Comment est-ce que vous inscrivez ce texte dans ce contexte? Alors, quand on écrit un tel ouvrage, on a un peu l'assurance qu'il ne va pas se périmer. En tout cas, le sujet ne va pas se périmer. En revanche, les exemples, eux, peuvent se périmer. On est plus historien que militant. Enfin, en tout cas, si on est militant, on le fait en tant qu'historien. Et ce livre, on le voit comme une manière d'apporter de la culture historique à des individus qui n'en auraient pas, et c'est bien normal de ne pas en avoir. On n'est pas tous obligés de connaître l'histoire de l'antisémitisme à la perfection. Mais en revanche, comme c'est un sujet qui ne quitte pas le débat public, mais qui est très présent de manière très agitée, très brûlante, nous, on apporte de la rigueur, on le fait. C'est quelque chose que j'ai envie de dire, mais je sais que ce n'est pas tout de suite évident. Il y a quand même un peu d'humour dans le livre. Et je pense que l'humour est quand même très important pour parler de ces sujets-là. En tout cas, un humour qui n'est pas un humour ironique, c'est vraiment de se dire on se doit même de le traiter avec, pédagogie et pour le rendre accessible à toutes et tous. Et l'humour est un moyen d'amener le lecteur avec nous. Après, la question de la discipline, elle est posée, hein, c'est vrai, c'est pas une question étrange, mais c'est vrai que c'est une question qu'on ne nous a pas posée, donc c'est une excellente question. Pourquoi l'histoire? Bon, ben d'abord, c'est notre métier, enfin, plus ou moins, enfin, voilà, c'est notre discipline, quoi. Enfin,
Moi, c'est la mienne. Lisa, elle a fait des sciences politiques, mais aussi beaucoup d'histoire. Et donc, c'est pas corporatiste, c'est aussi que c'est une discipline à laquelle on croit, quoi. Donc, on a jugé. Il y a d'autres livres. Moi, je pense à un livre italien, parce que je connais bien l'Italie. Il y a un livre publié en français il y a pas mal de temps, qui aborde les préjugés différemment de nous, et notamment, pas premièrement de façon historique. Donc, la question, c'est pourquoi cet angle? Alors, à part que c'est parce que c'est notre métier, c'est aussi parce qu'on croit que c'est efficace. Enfin, c'est-à-dire que démonter ces préjugés passe beaucoup par cette historicisation, hein, pardon, cette mise en perspective et ce rappel à ceux qui s'en feraient les porteurs en toute bonne foi pour un certain nombre d'entre eux, en toute mauvaise foi pour d'autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent qu'ils sont en train de véhiculer un préjugé antisémite. Et la meilleure façon de le leur montrer sans les agresser, c'est de faire l'histoire de ce préjugé. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Et puis deuxième petit ajout à ce que Lisa vient de dire, avec quoi je suis parfaitement d'accord, il y a un bénéfice cognitif, hein, enfin, pour dire ça plus platement, c'est aussi le plaisir qu'on a à lire de l'histoire. Quand moi je lis un livre d'histoire qui ne porte pas sur l'antisémitisme, ce qui m'arrive heureusement souvent, je prends aussi ce plaisir. C'est pas vraiment de la curiosité, mais un peu, c'est d'apprendre des choses, quoi. Et on trouve que voilà, il y a un effet de plaisir intellectuel, d'assouvissement d'une curiosité, d'un désir de savoir, quoi, que l'histoire procure. Et donc, si en plus c'est un peu utile, bah, tant mieux, quoi. Alors après, le contexte et l'objectif social, hein, et pas cognitif ou narcissique ou quoi de ce livre pour nous deux, c'est difficile d'en juger. On peut en parler si vous voulez. C'était pas exactement notre question, mais à quoi il va servir et comment on conçoit l'inscription de ce petit livre-ci dans un combat global et difficile, c'est une vaste question. On y a réfléchi, on en a déjà un peu parlé, mais c'est une autre question un petit peu. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Je reviens donc à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce que l'histoire permet de montrer, il me semble, sur donc les différents préjugés que vous analysez, le peuple dispersé, vous avez évoqué le déicide, l'argent, le corps, l'invention du corps juif dont nous allons parler, c'est à quel point justement ces préjugés naissent par sédimentation, par couches successives et par renversement. Donc ce qu'on a décidé de faire tous les trois, c'est de choisir quelques-uns de ces préjugés plutôt que de tout survoler. Et donc je voudrais qu'on commence par ceux qui sont liés au corps, que nous avons choisis aussi peut-être parce qu'ils sont un petit peu moins connus, un peu plus inattendus. En tout cas, moi, je les connaissais moins. Et notamment donc ce que vous appelez l'invention du corps juif. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, Lisa? Oui. Puisque c'est vous. Donc le corps juif, à l'origine, le chapitre commence un peu comme ça. Il commence parce que je n'arrêtais pas de voir dans une ville du Nord-Pas-de-Calais le corps de Jésus. Je le voyais tout le temps. Il était dès qu'il y a des accidents, ils mettent des grandes croix avec Jésus. Et je me disais ah bah donc c'est lui quoi, c'est lui le corps du juif. Et puis ensuite en contrepoint de ce corps-là, il y a les corps tels qu'on les voit dans les caricatures antisémites, justement, dans les expositions et dans les manuels. Et le chapitre, il est construit comme ça, sur l'idée de comment on passe du corps d'un Hébreu. Enfin, le corps de Jésus est un corps qui est totalement imaginé, puisqu'on ne sait pas à quoi ressemblaient ni Jésus ni Judas. Mais au fil du temps, dans l'iconographie, Jésus et Judas, qui étaient différents, mais qui appartenaient au même peuple, donc qui pouvaient avoir des similarités ou des différences, en sont venus à représenter pour l'un la beauté, la belle âme, dans le beau corps, corps bien sûr différents en fonction des cultures. Enfin, on voit que les Jésus sont très différents. Et Judas est assez, de manière assez obstinée, le lait, L-A-I-D, parce qu'il est roux, ou en tout cas il est représenté comme quelqu'un de pas très beau. Dans l'invention du corps juif, c'est aussi un point qui est fondamental dans tout le livre et qui peut-être est celui qui distingue le plus, enfin, si on va en reparler, je pense, cette question de qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme par rapport au racisme. Beaucoup de gens aiment bien dire l'antisémitisme, c'est un racisme, mais il y a ça. Moi, je pense que cette question du visible-invisible, elle est assez fondamentale et elle traverse beaucoup de sujets, beaucoup de préjugés.
et beaucoup de pratiques ensuite antisémites, comme le fait de, puisque les juifs sont invisibles, il faut absolument les démasquer. Et donc voilà, ce chapitre, il est pensé comme ça, sur qu'est-ce qui fait qu'on passe comment on passe de cette invisibilité, puisque au Moyen-Âge, les Juifs ne sont pas par leur au Moyen-Âge, les Juifs ne sont pas par leur corps reconnaissables, distinguables. Bien sûr, on peut, un Juif qui vit au Moyen-Orient ne ressemblera pas sur plusieurs générations, ne ressemblera pas forcément à, même sans mariage mixte, à un Juif qui aura grandi dans l'Empire russe. Et donc, c'est voir comment progressivement le corps juif dans la vie, donc à partir de stigmatisation de type rouelle, chapeau, a été marqué. Et dans l'iconographie, le corps juif a été enlaidi. Et ça, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et ça, donc ça résonne aussi, vous l'évoquez également dans ce chapitre, avec ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire cette articulation, disons, entre racisme et antisémitisme. Vous venez d'en parler, peut-être qu'on peut revenir dessus. Dans quelle mesure est-ce que l'antisémitisme est un racisme? Votre position dans le livre est très claire, et c'en est un. Et en effet, il y a cette question, ou en tout cas ce fait dont vous disiez tout à l'heure, peut-être... on peut un petit peu développer que on identifie peut-être un peu trop rapidement le passage justement d'un antisémitisme racial au XVe siècle avec la pureté du sang donc en Espagne. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point? Oui, quand je parle de ce passage du fait que le juif qui n'était pas différencié, ni dans la vie, ni dans l'iconographie, puis progressivement, il a été différencié, mais un personnage juif dans une enluminure peut avoir un nez, c'est surtout le nez qui est représenté comme difforme, tant qu'il est juif, tant qu'il n'a pas vu la vérité du Christ, tant qu'il n'est pas converti. Mais à partir du moment où les juifs le personnage juif dans une enluminure, puisque je donnais cet exemple, se convertit, là, son physique redevient celui d'un chrétien. Donc la conversion a office et une sorte d'efficacité de la conversion par rapport au corps juif. Et à un moment donné, il y a eu une vision raciale du corps. Et donc oui, Pierre pourra peut-être développer ce point, mais on parle de l'Espagne du XVe siècle, d'un moment de l'histoire espagnole où il y a des pogroms, puis il y a des conversions forcées, il y a énormément de convertis, donc de juifs convertis au christianisme, et certains souhaitent que ceux qui sont convertis ne puissent pas complètement entrer dans le monde des baptisés. Enfin, c'est pas tous, hein, le pape le pape s'y oppose, mais l'idée c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un ce n'est pas parce qu'un juif s'est converti au christianisme qu'il devient complètement chrétien. Il est considéré donc par ses statuts de la pureté de sang que lui ainsi que ses descendants, le converti ainsi que ses descendants, a une tâche et il ne peut accéder à certaines professions. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, enfin, la question qui est un peu derrière notre discussion, c'est celle de savoir, je vais le dire de façon délibérément un peu grosse, quoi, mais ce que c'est qu'être juif quand même. Et l'argument selon lequel le judaïsme ou même l'identité juive serait quelque chose de religieux,
il est ni ridicule, ni risible, ni partagé par personne. Il y a plein de gens qui pensent ça. Alors on peut en jargonnant dire que c'est une conception confessionnelle du fait juif. On peut opposer qu'il y a plein de juifs athées qui sont tout à fait juifs et tout à fait athées. Tout ça est vrai, d'ailleurs c'est un peu notre position à nous. Mais toutefois, ce qu'il y a derrière nos discussions, c'est ça. Et donc pour les tenants d'une approche religieuse, donc qui considèrent que être juif, c'est appartenir à une religion, on peut cesser d'appartenir à cette religion par la grâce du baptême. Le premier qui a fait ça, c'est quand même Jean-Baptiste, et le premier qui est devenu chrétien, entre guillemets, pas vraiment une église à l'époque, c'est Jésus qui était juif. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui a du sens et qui donc invite à considérer que les manifestations d'hostilité à l'égard des juifs dans les temps anciens, elle n'est pas raciste. Et donc la question qu'on est en train d'avoir sur la racialisation, elle porte sur ça précisément. À partir de quand on trouve des attestations de haine pour des gens qui appartiennent à ce peuple, malgré leur sortie de la religion juive? Sachant, je le redis, mais excusez-moi, c'est tellement énorme qu'il faut toujours le répéter, que Jésus-Christ est né juif, c'est le nom d'un bouquin de Martin Luther, en 1520 et quelques, que tout le monde le sait, enfin presque tout le monde le sait que Jésus-Christ est né juif. Ceux qui critiquent la partie juive des écritures chrétiennes, on les appelle des marcionites, c'est des hérétiques, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le judaïsme, c'est la vérité jusqu'à Jésus, et c'est le peuple dont vient Jésus. Bon, je referme ma parenthèse. Et donc, à partir de là, on essaie de traquer, les historiens essaient de traquer ces premiers moments où il y a de la racialisation. Alors le moment phare, hein, le clou du spectacle, c'est ce que Lisa vient de raconter, c'est 1449 à Tolède, où pour la première fois, ce n'est pas une décision à l'échelle du royaume d'Espagne, hein, pas du tout, de Castille. C'est ponctuellement, certaines institutions chrétiennes ferment leurs portes à des gens qui ont du sang juif ou mort, M-A-U-R-E, arabo-musulmans, berbéro-arabo-musulmans, les définitions sont évidemment indigènes, celles de l'époque, ce n'est pas les nôtres. Il se trouve que juif, on l'emploie encore, mais mort, c'est plus une catégorie qu'on emploie. Donc ces gens-là se voient interdits, non pas l'accès à l'église, à la société, ils ne sont pas expulsés. Ils sont chrétiens, mais on les appelle nouveaux chrétiens, conversos, maranes, bref. Ils sont victimes de persécutions, de discrimination plutôt locale. Mais en fait, déjà dans l'Espagne visigothique au 7e siècle, il y avait eu des choses contre les juifs convertis au christianisme. Et voilà, donc on voit ainsi progressivement cette racialisation, donc j'espère que c'est une notion qui est claire désormais, hein, progresser. Et puis après, il y a des mouvements de va-et-vient, parce qu'il y en a qui disent qu'aujourd'hui, je fais un grand saut de 550 ans, l'antisémitisme est moins racialiste qu'il n'était à l'époque de Adolf Hitler, par exemple. Enfin, donc c'est vraiment une question qui est importante pour nous de savoir à quel degré de racialisation on se situe quand on parle de l'hostilité aux juifs. Et moi, je crois vraiment, c'est bien facile de prendre des citations des évangiles et de montrer que c'est horrible. La synagogue de Satan, que le sang retombe sur eux, ok, mais tous ces auteurs sont juifs, ou presque. On ne peut pas dire que Paul est antisémite. On peut dire que c'est un affreux personnage qui a dit beaucoup de mal de son peuple d'origine. Ça n'a pas beaucoup de sens d'abord. Et en tout cas, ça ne fait pas de lui un antisémite. Donc il faut vraiment faire attention au moment. Il y a vraiment une hostilité religieuse qui est très forte, qui existe. Mais nous, on est dans une approche assez continuiste. Et on en parle d'antisémitisme. Donc on assume de considérer qu'il y a quelque chose de commun entre toutes ces manifestations. Il faut vraiment bien situer dans le temps, quoi, voilà. Et c'est ça que la discussion sur la part raciale de l'antisémitisme permet de dire, je pense. Je reviens à la question du corps juif, parce que je trouve que c'est aussi un chapitre dans lequel on voit bien ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire cette réversibilité des préjugés. Alors, sur les deux points, c'est-à-dire à la fois le corps des hommes, qui est à la fois hyper viril et efféminé, et en même temps, et du coup, c'est l'autre chapitre que vous avez rédigé, vous, Pierre, sur cette opposition entre laideur des hommes et beauté des femmes. Alors, peut-être on peut commencer par cette virilité, féminité du corps des hommes, hein, qui est dans le chapitre que vous avez rédigé. Il y a cette... En fait, Ah, moi, pardon. je lance ensuite le chapitre Ah bah voilà, suivant on a en lancé expliquant Pierre, alors. que lorsque je parle de tout ce que je dis sur le corps, ça concerne les hommes, puisque les femmes, elles, sont belles. Et ensuite, Pierre, dans son chapitre... Oui, mais ce truc de efféminé, viril, en fait, ça concerne le corps des hommes. Ça concerne le corps des hommes, oui. C'est ça, pardon. Okay. Oui. Oui, il est rare qu'on prête aux femmes juives un corps, comment on dit ça, excusez-moi, un corps viril, un corps d'homme, un corps en défaut de féminité. On peut les dépeindre comme très laides, c'est pas très courant, mais en effet, c'est plutôt sur les femmes que ça porte. Ouais. Oui, c'est ça. Mais sur les hommes, pardon pour ça, sur les hommes que ça. porte Il y a une chose qui est derrière votre question qui nous a beaucoup frappé, on l'a déjà dit d'ailleurs, c'est cette réversibilité. Elle est très très frappante. Pratiquement tous les chapitres, je crois même tous les chapitres, on peut jouer, enfin c'est un jeu comme un autre, à montrer qu'ils contiennent tout et son contraire. Et c'est vraiment sur 10 chapitres, c'est beaucoup quand même. Si une fois on dit, ah tiens, on peut les décrire comme à la fois bolcheviques et capitalistes, bon, soit, mais sur 10 chapitres, c'est très frappant. Et donc ça, sur ce rapport au corps, c'est très présent.
Et ça, est-ce que vous diriez, moi j'ai eu le sentiment aussi que c'était quelque chose qui nous apprenait sur la structure générale des préjugés, cette réversibilité, en fait, cette liquidité aussi qui fait qu'ils peuvent circuler, qui sont difficiles à saisir, que c'est difficile de lutter contre. Je ne sais pas dans le fond si cette question a beaucoup de sens, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être pas spécifique aux préjugés antisémites, c'est aussi la nature même du préjugé d'avoir, oui, cette liquidité, je dirais, qui les rend si réversibles, parce que c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Oui, alors en même temps, ça n'arrive pas à la constitution d'un espace parfaitement indifférencié. Nous, on le dit, alors on s'efforce à être un peu léger parfois. Voilà, les Roms, qui sont une population victime d'un nombre incroyable de préjugés aujourd'hui en France, peut-être plus qu'aucune autre population racialisée, disons, on leur prête pas la toute-puissance dans les médias et dans la finance. Enfin, il y a quand même des constitutions spécifiques, un espace spécifique pour chaque préjugé. Mais en effet, c'est frappant que ce soit souvent réversible et en tout cas que ça communique beaucoup. Et ça, c'est très très évident hein, qu'à l'égard de certaines populations, dans l'Occident chrétien, alors ça, ça c'est plutôt des pages que tu as écrites, mais voilà, des lépreux, on passe aux juifs, et puis si on peut traiter quelqu'un de juif, d'hérétique et de sodomite, on va le faire allègrement. Enfin, il y a une espèce de circulation effectivement des préjugés qui est très frappante. Mais on ne peut pas dire que tout est dit de toute minorité, quoi. Alors vous l'avez évoqué, Lisa, il y a cette question pardon, du visible, de l'invisible, qui débouche en effet sur les préjugés peut-être un petit peu plus politiques, notamment donc les préjugés du complot. Alors j'avoue que je suis perdue, je ne sais plus qui a écrit ces pages. Ça c'est vous, c'est ça. Oui, le lien, c'est l'invisibilité. C'est que pour le complot, dans la définition du complot, il y a l'idée de secret. Et quand on fait quelque chose en secret, on se cache. Et les Juifs se cachent. Ils se cachent derrière un masque, derrière d'un corps souvent transparent ou invisible. Mais en réalité, derrière ce masque se cache de la laideur. Mais c'était pas ça votre question. C'est ce qu'il avait écrit. Oui, c'était aussi pour qu'on déplie un petit peu Oui, ce peut-être que préjugé-là. d'ailleurs ce thème du complot, tout d'un coup j'ai un doute sur est-ce qu'on peut réellement le voir de manière réversible. C'est un chapitre un petit peu peut-être différent. C'est d'ailleurs pas un préjugé mais plutôt une croyance. On est plus dans la croyance en ce que globalement, collectivement, les Juifs seraient solidaires et formeraient une entité monolithe qui dominerait le monde ou qui en tout cas aurait des intérêts non révélés. Et les antisémites actifs, non pas ceux qui ont des croyances antisémites, mais les antisémites actifs, auraient comme mission de révéler ces actions secrètes. Et ça a aussi une très longue histoire, puisque lorsqu'on parle de l'Espagne et des convertis, dans cette idée, il y a l'idée que les convertis ne se seraient pas vraiment authentiquement convertis, mais qu'en réalité, ils judaïseraient, ils seraient encore juifs, ils judaïseraient en secret. Donc c'est l'idée de diffuser une pensée, un judaïsme, mais qui a plein de formes, diffuser finalement une pensée de la finance, ce serait aussi judaïser d'une certaine manière pour ceux qui croient en l'idée d'un complot. Ce qui était assez amusant, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme Pierre a parlé du fait qu'on peut avoir un plaisir à écrire, je vais le dire comme ça, on a beaucoup cherché des indices dans le lexique, dans les mots utilisés. Et par exemple, il y a le mot Kabbale qui est très important. Il y a deux mots, il y a le mot Kabbale et le mot Kaal, qui sont deux mots hébreux, et donc je me suis rendu compte qu'au XVIe siècle, dans le dictionnaire, c'est pas encore le grand dictionnaire de la langue française, je sais qu'on l'a traduit parce que la version était en ancien français, une Kabbale, c'est déjà, sans qu'il soit question de juif dans la définition du mot, mais c'est l'idée, faire une Kabbale, organiser une Kabbale, c'est l'idée de fomenter un complot en secret. Et c'est quand même intéressant que ce soit ce mot-là qui soit utilisé, de Kabbale, qui est l'objet comme le Talmud, qui est l'objet d'énormément de fantasmes parce que c'est l'idée du secret, d'une religion
repliée sur elle-même, qui ferait les choses, qui ne voudrait pas se mélanger et qui ferait les choses dans son coin. Oui, ce qui renvoie d'ailleurs au premier préjugé que vous étudiez, c'est-à-dire ce peuple dispersé, c'est un peu presque, on dirait aujourd'hui, séparatiste en quelque sorte. Oui, dans le chapitre, il est question des protocoles des sages de Sion. C'est un exemple, parce que c'est l'exemple qu'on connaît le plus d'un ouvrage qui a un succès incroyable, qui a été énormément traduit, qui a une histoire assez folle, puisque on ne connaît pas vraiment les auteurs, donc c'est aussi du secret. C'est un livre qui est, pour l'avoir lu pour l'occasion, mais qui est illisible, enfin, qui est mal écrit, qui est totalement dans la fantasmagorie. Enfin, c'était très difficile de comprendre comment un tel livre a eu un tel succès. Et ce livre, ce qui est intéressant dans la diffusion et la circulation du livre, c'est qu'il y a vraiment énormément d'exemples de gens aussi connus que Hitler, mais beaucoup d'autres, qui disent les protocoles sont probablement un faux, mais qu'importe, ils disent le vrai. Et face à ça, on se dit, mais qu'est-ce que je peux... Enfin, moi, je pourrais me dire, en tant que policière, je vais révéler, enfin, plein de gens ont révélé que les protocoles étaient un faux, mais face à quelqu'un qui dit les protocoles sont un faux, vous avez raison, mais il dit le vrai, là, c'est vraiment complexe. Donc on a évoqué à plusieurs reprises cette réversibilité des préjugés, ce qui donne lieu aussi à des préjugés positifs que vous étudiez à la fin du livre. Qu'est-ce qu'on en pense des préjugés positifs, Pierre, c'est vous qui avez rédigé ce chapitre, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que, bon, dans le fond, ça reste des préjugés qui posent les mêmes problèmes que les préjugés en réalité? Oui, exactement. Ce qu'on en pense, en gros, c'est ça, c'est que si on fait abstraction de leur caractère positif, ils sont exactement arrangés dans le même groupe, dans la même catégorie conceptuelle que les autres préjugés. On veut quand même essayer de faire preuve d'esprit d'un peu de finesse, enfin, et de distinguer entre ce qui ressortirait d'une sorte comment dirais-je, d'élan vers le judaïsme, hein, de la part de non-juifs, d'intérêt pour la culture, d'amour pour un certain message culturel, prophétique, et qui est parfaitement acceptable, qui n'est pas un préjugé philosémite, et qui est manifesté par certaines personnes qui sympathisaient avec le sionisme dans ses origines, ou qui sympathisaient avec la cause du peuple juif, surtout peut-être après la Shoah, mais déjà avant. Quelqu'un qui était très philhellène dans sa jeunesse, donc était sympathisant avec la cause de la nation grecque en train de se former, Victor Hugo, est aussi très sympathisant des populations juives d'Europe orientale victimes de pogroms au soir de sa vie. Donc ça, il n'y a rien à y redire. Et de même que vous, moi, Lisa, on peut être passionné par la culture arabe, anglaise. Bon, on a le droit d'aimer la culture juive. En revanche, là où on parle de groupe qui comprend aussi les préjugés positifs, c'est quand on fonctionne par ce qu'on appelle l'essentialisation, c'est-à-dire le fait de prêter à un groupe humain des traits qui appartiennent à son naissance, et que donc ces humains récupèrent par la naissance, dès la naissance. Ils sont toujours, alors au choix, avares, cupides, misanthropes, très doués pour la musique, très forts en maths. Peu importe si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est des préjugés. Donc à la rigueur, c'est raciste. Mais bon, on préfère encore entendre dire que les juifs jouent bien du violon que de dire qu'ils détestent l'humanité, quoi. Mais en toute rigueur, ça appartient au même ensemble de croyances un peu essentialisantes, comme on dit en sciences humaines. Et donc, ben voilà, quand on fait une histoire, on ne croit pas aux essences, quoi. Et donc, c'est ça qu'on a voulu présenter. Et alors, pour certaines d'entre elles, ces croyances, pour certains de ces préjugés positifs, il y a quand même une ambiguïté très forte, hein. Je n'ai pas commencé par là, mais bon, c'est quelque chose qui est assez connu des gens qui travaillent sur la question. Si vous allez regarder du côté du soutien
inconditionnel et qui par ailleurs a sans doute des effets assez pervers, mais je ne veux pas ouvrir une discussion politique, de certains chrétiens américains à l'État d'Israël, c'est pas du philosémitisme, c'est pour des croyances étranges que cette espèce de sionisme chrétien, comme on l'appelle parfois, veut qu'Israël grandisse et réunisse la population juive et il règne sur un grand territoire, de façon à hâter la fin des temps, le retour des Jésus et la conversion de tout le monde au christianisme, ce qui est leur droit, ils ont parfaitement le droit de croire ça, mais souvent il y a dans le philosémitisme une ambiguïté, voilà, c'est ça qu'on a voulu dire. Mais encore une fois, aimer les juifs et sympathiser, enfin c'est très bien, il y a plein de peuples qui méritent notre amour, notre sympathie, notre compassion, aujourd'hui notamment, et ça il faut le dire aussi. Oui, et dans la réversibilité, il y a l'idée que les juifs sont très intelligents, mais qui sont par contre mauvais en sport. Donc il y a toujours cette idée. Derrière un préjugé positif se cache quand même un préjugé négatif la plupart du temps. Et sinon, à l'égard des juifs, du moins à l'égard d'un autre groupe, c'est-à-dire s'il est acceptable de dire ils sont nuls en sport mais ils sont bons en maths, alors on va réfléchir une seconde et se demander s'il est acceptable de dire que eux ils sont vraiment nuls à l'école mais ils sont bons en sport. Bien sûr que non, c'est raciste. Donc voilà. Et ce que vous montrez aussi, à l'égard notamment de ces préjugés positifs, mais pas seulement, c'est que parfois, vous l'avez un petit peu évoqué sur, par exemple, donc ce préjugé positif de l'intelligence supposée des Juifs, qu'il y a des explications, en quelque sorte, disons, qui peuvent quand même expliquer pourquoi est-ce qu'il y a... vous regardez le pourcentage de prix Nobel dans la communauté juive par rapport à la population générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, volontiers. On va finir par penser que c'est comment dirais-je, une caractéristique de notre livre qui surprend un peu les lectrices et les lecteurs, mais on assume parfaitement cet effet de surprise, parce que vous n'êtes pas la première, Aïda, à dire qu'à la lecture, on voit ça, on voit qu'à plusieurs reprises, donc vous prenez l'exemple des prix Nobel, mais ça commence dès le début, dès le chapitre 1, en fait, on a accepté, est-ce qu'on était naïf, honnête, je ne sais pas, honnête, exigeant, on a accepté de prendre ça en compte, parce que les historiens, en fait, notamment, je vais vous répondre hein, sur les prix Nobel, mais sur un autre préjugé très négatif, qui est celui, on en a déjà parlé, hein, du séparatisme, de la vie entre soi, de la haine des autres hommes, des gentils, des goïms, etc. Bon, les historiens d'Antiquité, ils se demandent est-ce qu'il y a un fond, non pas de vérité, s'il ne s'agit pas de légitimer l'antisémitisme, mais de se demander si ça vient un peu des pratiques juives, de la halakha, de la cacheroute, de l'obligation d'endogamie, donc d'un certain nombre de traits objectifs qui appartiennent à ce que c'est que le judaïsme, du moins. Et donc ça, on a toujours voulu le garder avec nous, cette espèce de franchise. Qu'est-ce qu'il faut en faire, voilà. Et donc on y répond chapitre après chapitre. Et pour les prix Nobel, on est allé sur la page Wikipédia anglaise, elle n'existe pas en français, ce qui est symptomatique d'un rapport spécifique de la France ou des Français à ces questions de minorité, mais sur la page anglaise, avec, je ne sais pas qui l'a écrite, est-ce que c'est un juif américain ou pas, mais en effet, il y a ces pourcentages, et on essaie de réfléchir à ça, de pas mettre la poussière sous le tapis. Il y a des livres hein, là-dessus, il y a un livre de Botticini, enfin il y a 2-3 livres dont on parle, de Foxman, qui vient de mourir d'ailleurs, sur ces questions du rapport des juifs à la réussite, à l'argent, et nous qui ne sommes pas dans l'essentialisation, nous tenons qu'il y a ça, des explications. D'abord, il y a des faits. Il y a plein de juifs pauvres, il y a plein de juifs qui n'ont pas le prix Nobel. Mais par ailleurs. Parlons-en. C'est très dur pour eux. Mais par ailleurs, il y a des explications historiques et rationnelles à ça. Et ces chiffres qui nous disent oh là là, ils sont 22 fois plus nombreux à avoir le prix Nobel que dans le reste de la population. En fait, ça ne tient pas vraiment, même si c'était exact, parce qu'il y a des distorsions. Les prix Nobel, effectivement, c'est un prix qui a été accordé à des gens qui étaient issus d'une certaine partie du monde, qui avaient accès à un certain niveau d'éducation, à des laboratoires d'université, etc., etc. Et puis, il y a dans le judaïsme un certain nombre de traits qui ne sont pas du tout la preuve de leur intelligence ontologique, mais qui sont des traits historiques. Alors, je vais aller rapidement, mais un patrimoine immatériel, un patrimoine pas foncier, une éducation à l'écriture. Au Moyen-Âge, les femmes et les hommes savent massivement écrire chez les Juifs. Ce n'est pas le cas dans le reste de la population. Donc ça ne fait pas un peuple plus intelligent, mais il y a une prédisposition, disons, à une certaine forme d'abstraction qui a pu conduire dans certains contextes, et pas de tout temps en tout lieu, les Juifs à avoir beaucoup de prix Nobel. Mais voilà, donc on essaie vraiment de prendre à bras le corps ces questions qui sont un peu... et puis je pourrais donner d'autres exemples, quoi. L'argent. Alors il y a des chapitres où on n'en parle pas. On ne parle pas la lubricité juive ou je ne sais pas quoi encore. Enfin voilà, il y a des choses dans lesquelles cette approche n'est pas pertinente. Mais à pas mal de reprises, on a essayé honnêtement de nous demander d'où ça venait, s'il y avait une sorte de fond avéré et tordu ou si c'était purement fantasmatique. Mais ça justifie jamais l'antisémitisme, évidemment. Enfin, ce serait absurde de nous faire dire ça. Oui, oui, non, bien sûr. Vous en parlez aussi dans le chapitre justement sur les masculinités juives, puisque vous montrez qu'il y a quand même une conception particulière de la masculinité dans les textes, en fait, qui peut peut-être expliquer justement ces préjugés sur
Je me demande si c'est pas un préjugé de votre part de penser que c'est moi qui ai écrit le Mais chapitre ouais, sur c'est le ça, mais je genre, suis perdue en fait. alors que le chapitre sur le genre Voilà, a été je pense écrit qu'il faut par qu'on le dise. Pierre. J'ai pas bien identifié qui avait. C'est pas grave du tout. Je confonds ces deux on est- chapitres. Je pense co-responsables que de c'est tout. très clair pour tout le monde. C'est un très bon stade de la exemple ce que vous discussion. donnez, Aïda, parce que en fait, moi, je pensais à un livre formidable qui est toujours pas traduit en français, ce qui est incroyable, d'un historien très connu et traduit en français qui s'appelle Daniel Boyarin, qui a travaillé sur le rapport entre judaïsme et christianisme. Et donc, ces livres sur la partition, Parting the Ways entre judaïsme et christianisme sont traduits en français. En revanche, ce très bon livre, cherche son éditeur, et s'appelle Unheroic Conduct, une conduite non héroïque. Et alors lui, il y va comme les Américains, assez tranquillement. Hein. Il dit en effet, il y a ça dans le judaïsme, et c'est très bien d'ailleurs lui. Il ne faut pas s'en défendre de ça. Le judaïsme propose plusieurs modèles, c'est un arsenal riche et complexe et hétérogène, notamment un modèle de masculinité très différent du modèle de virilité grec occidental. Donc, pour simplifier, mais je ne simplifie pas tant que ça, c'est ce que dit Boyarin, par rapport à un homme musclé, donc viril, athlétique, grec, qui se promène tout nu et qui fait beaucoup de sport, on assume tout à fait d'être un homme en étant replet, dodu, accroupi dans sa tente comme Jacob, étudiant la Torah. Et donc la virilité se place ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de distinction de genre. Hein. C'est pas... Pardon ? Oui, c'est un arsenal complexe, effectivement. Mais David, il y a Jonathan, et puis il fait beaucoup de musique. C'est une figure compliquée, David. Mais vous avez raison, il y a aussi David. Et donc, ce que dit Boyarin, c'est que ça, c'est dans le judaïsme, qu'il n'y a pas lieu d'en rougir, parce qu'au contraire, lui trouve que c'est positif hein, de proposer un modèle de vérité un peu alternatif, non héroïque par rapport aux héros grecs. Et donc, en effet, la masculinité juive, pourquoi ne pas accepter que les délires Alors là, c'est ignoble ce qu'on peut lire sur Léon Blum. Enfin, il y a un certain nombre de peu importe qu'ils soient homosexuels ou non, efféminés ou non, ça n'a aucun sens, qui sont victimes d'attaques d'une homophobie et d'un machisme effroyable. Je pense surtout à Léon Blum, à vrai dire. Il y en aurait d'autres, hein, d'Israéliens. Bon. Et donc Boyarin, sans parler de Léon Blum, hein, évidemment, dans son livre sur le Talmud, mais il dit que voilà, ça peut communiquer finalement, enfin, qu'il n'y a pas lieu de le nier, a fortiori quand c'est quelque chose qui n'est pas négatif, puisque ce modèle de vérité est là, il n'y a pas lieu de le juger négatif. Quoi. Pour terminer, puisque je vois que la salle a envie de réagir, il y a aussi, il me semble, pour revenir à une question un peu plus générale sur le projet du livre, cette idée de donner à voir, ce que vous dites d'ailleurs au début de votre ouvrage, comment est-ce que ces préjugés innervent encore aujourd'hui notre langage, comment est-ce que voilà, ces préjugés sont encore aussi présents, et c'est peut-être de faire apparaître, de rendre visible ce qu'il peut y avoir justement dans les expressions que nous utilisons, dans certains termes que nous utilisons, qui restent encore, enfin, qui portent la trace de cette histoire. Oui, dans le langage. Après, on voulait pas faire un livre trop abstrait, c'est-à-dire qu'on fait un livre qui ne concerne pas les massacres, mais on est complètement, pleinement consciente que les mots ont des effets, que les préjugés ont des effets, que ces préjugés ont parfois été des mobiles à des crimes récents, et que ces mots, ces préjugés font mal, et que les décrypter, les dire que quand, si je me donne un coup comme ça, mon coup de... C'est quoi? C'est le petit Judas, non? C'est petit juif, pardon, je confonds le petit juif, et qu'on peut... que c'est pas nécessaire d'appeler un Neuton un Judas, que tout ça a quand même des conséquences. Enfin, tout ça fait mal sur aux vrais individus. Enfin, j'ai oublié le mot parce que, à dire vrai, j'ai jamais utilisé cette expression. Mais le langage, pour dire la radinerie, a un nom. Le langage, et je dis le français, mais pas que le français, à peu près toutes les langues occidentales que nous connaissons, dit la radinerie en utilisant un mot lié aux juifs. Si ça pouvait cesser, ce serait bien. Merci. On peut vous applaudir. Merci.